Vous écoutez France Culture. Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Voilà 25 ans que j'invite J.B. Pontalis ici, à chacune de ses publications. Rendez-vous fut pris pour le 20 décembre dernier. 2 livres venaient de sortir, Le Laboratoire Central, aux éditions de l'Olivier, et chez Gallimard, Freud et les écrivains avec Edmundo Gomez Mango. La veille, le rendez-vous est décommandé sans trop d'explications. Inquiétude. JB a toujours été d'une ponctualité et d'une fidélité exemplaires. Nous le reportons après les vacances, le 9 janvier, pensant qu'il aura le temps de se rétablir. Mais on nous avertit que JB ne pourra être là ce 9 janvier. Cette fois, c'est plus que de l'inquiétude. La mauvaise nouvelle n'a pas tardé à tomber. Il est mort dans la nuit du 14 au 15 janvier, le jour même de ses 89 ans. Lui rendre hommage ce soir en faisant réentendre sa voix dans un entretien de 2006 qui accompagnait la publication de son récit « Un homme disparaît ». Le récit a sur vous une force d'attraction. Mais une force d'attraction qu'on peut dire un peu tardive. Oui, on peut le dire, un peu tardif, puisque mon premier récit qui s'appelait Loin, j'ai dû l'écrire je devais déjà avoir bien 50 ans, donc c'était pas très tôt. Hein. Et c'est-à-dire un peu on peut dire un récit d'adolescence. Pas seulement parce que la période évoquée, c'était pas une période d'adolescence, c'était l'histoire d'un jeune homme. C'était plus ou moins autobiographique, quand même, aussi relativement fictif. Et puis alors ensuite, quelques années plus tard, un texte tout à fait autobiographique, c'est-à-dire délibérément, où le jeu qui parlait était l'auteur, qui s'appelait L'amour des commencements. Et puis ça me prend de temps en temps d'avoir envie d'écrire autre chose que des textes de psychanalyse qui ne sont jamais, mes textes dits psychanalytiques ne sont jamais, sauf le vocabulaire, lui très ancien, ne sont jamais des textes techniques. Hein. Ouais. Je m'y retrouve, ou je m'y mets autant que dans les récits dits littéraires. Est-ce qu'on peut dire, J.B. Pontalis, qu'en passant au récit avec Un homme disparaît, comme vous le faites, hein, c'est-à-dire vraiment en toute connaissance de cause, vous êtes passé aux choses sérieuses? Je ne dirais pas ça. Je crois que je suis dans les choses sérieuses, aussi dans quelques textes que ce soit. Mais peut-être ce récit-là, qui est aussi, à mon sens, comme tout écrit, d'une certaine manière autobiographique, je me suis peut-être plus permis d'aller vers la fiction et vers l'imaginaire. Alors savoir si la chose sérieuse est plus de ce côté-là que quand on essaie de rendre compte de son expérience analytique, qui est aussi une expérience très inventée. Parce qu'on ne peut jamais... Qu'est-ce que ça voudrait dire d'essayer de reproduire verbatim ou littéralement ce qui a pu se dire et s'échanger dans une cure analytique. On invente, tout est invention. La mémoire est une forme de fiction aussi, chacun le sait. Mais enfin, peut-être dans Un homme disparaît, je me suis plus laissé aller sans trop savoir où j'allais, sans maîtriser même la construction du livre. Bon, il est venu des choses que j'attendais pas. Mais enfin, c'est ce qui est intéressant dans le fait d'écrire. Si on écrivait ce qui est déjà bien inscrit dans sa tête, on se demande pourquoi on écrirait. C'est pas votre vrai pays, la littérature? Celui dont jusqu'à présent vous êtes resté loin, pour reprendre un autre titre d'un de vos livres? Ben, j'aimerais bien que ça le soit, mais je peux pas dire ça parce que j'écris peu, en tout cas pour les récits littéraires pendant mes vacances, généralement d'été, ce qui fait que ce sont des livres écrits
sur plusieurs années, parce que les vacances sont quand même pas très longues. C'est-à-dire que l'écriture, c'est véritablement un devoir de vacances. Oui. Quand la vacuité s'est installée, que Voilà. la plume peut prendre un chemin. Oui, mais c'est du temps dérobé, voilà, c'est du temps volé. Même si j'avais plus d'heures disponibles dans les semaines, dans les jours ordinaires, je ne les utiliserais pas. Et l'enjeu, alors, ça serait ça, une espèce de d'effraction. Non, c'est un temps, oui, j'aime mieux ce que vous disiez, un temps de vacances qui n'est pas le vide, qui n'est pas la vacance, mais qui est un temps de liberté, tout simplement. Un temps de liberté où on laisse où il n'y a aucune règle. On ne dit pas que je dois faire ci à telle heure, etc. Vous savez, la vie du psychanalyste, ça m'a toujours surpris de dire, alors qu'en principe, nous sommes là pour que chacun, comme on dit, accède à son désir et ne soit pas trop soumis aux contraintes internes de la réalité. Et en fait, la vie du psychanalyste était extraordinairement, d'abord sédentaire, et là, vraiment rivé sur son fauteuil, avec des contraintes horaires très précises, immobile. Il ne bouge pas. Alors, bien sûr, on dit que toute la mobilité est psychique, mais enfin, la mobilité physique est impossible, quasi interdite. Donc, il y a une certaine contradiction entre la visée de l'analyse et l'existence sédentarisée et très contrainte de l'analyse, qui ne peut pas, on ne peut pas annuler, on ne peut pas dire aujourd'hui, ciao, je suis pas là. Donc, ce qu'on peut quand même faire pour certains, parce qu'on peut faire ça s'ils vont au bureau, s'ils arrivent une heure en retard, c'est pas toujours dramatique. Ils peuvent s'absenter l'après-midi sans que ça fasse une histoire terrible. Quand il y a personne sur le divan, donc vous êtes devant votre table de travail pour écrire un récit, vous êtes encore à l'écoute de quelque chose. Qu'est-ce que vous écoutez? Vous n'écoutez pas les mouches volées? Non, d'abord, je vous l'ai dit, je n'écris pas pendant ma période, disons, de travail. Alors, en vacances, je regarde plutôt la mer si je suis au bord de la mer. Et j'écoute... je ne sais pas trop ce que j'écoute. Je crois quand même que il y a une certaine, je dirais pas lassitude, parce que mon métier d'analyste vraiment me passionne et ça s'est toujours maintenu. Mais enfin, on est surtout là, je dis on, enfin, je suis surtout là pour recueillir les voix des autres. Et on finit par ne plus très bien savoir d'ailleurs ce qui vient des autres, ce qui vient de soi. Il y a une espèce d'entremêlement. Mais enfin, pendant ces vacances, ne serait-ce que physiquement, je suis à distance de cette voix des autres. Et sans doute que si j'écris des récits dits littéraires, c'est pour entendre un peu ma propre voix. C'est pour ça que je parlais d'effraction tout à l'heure. Parce que vous vous faites un peu violence à vous-même, justement, pour la faire sortir. Oui. La débusquer, cette voix. Oui, mais enfin, cette propre voix, c'est d'ailleurs un peu le thème du livre, elle n'est pas individuelle, elle est faite, à mon insu, souvent des voix des autres, qui ne sont pas, alors là, directement les voix qui ne sont pas celles de mes patients, mais celles qui sont celles de tous les autres qu'il y a en chacun de nous. Car celui qui peut dire moi, ça c'est moi, et puis le reste c'est pas moi, d'abord j'apprécierais pas beaucoup, et puis ça me paraît impossible, ou c'est d'une suffisance incroyable de croire que tout ce qui est en soi, il faut bien dire le mot soi, vous appartient. Nous sommes peuplés de ce que nous avons pu non seulement entendre, voir, et puis de ce qui vient de beaucoup plus loin. Oui. Ce qu'on sait n'est pas à soi, dit Proust, pour citer un grand auteur. Oui, oui. Et je est un autre, pour en citer un autre. Oui. Pour tout écrivain et pour tout homme, J.B. Pontalis, c'est quand même un drôle de problème, le commencement. Et bon, j'ai noté que parmi vos livres, il y en a un publié il y a 10 ans, qui est disponible d'ailleurs aujourd'hui dans la collection Folio, qui s'intitule « L'amour des commencements ». Et vous nous disiez tout à l'heure que le dernier numéro de cette revue, qui a quand même représenté pour vous une grande aventure, la nouvelle revue de psychanalyse, vous l'aviez intitulé « L'inachèvement ».
Et puis, dans ce livre, Un homme disparaît, vous notez quelque part que vous étiez empêché d'écrire un récit avec un commencement et une fin. Et pourtant, il y a un déclic qui se produit à un certain moment. Oui, peut-être que je n'aime pas beaucoup le mot « fin », qui évoque aussi la fin de notre existence sur cette terre. Et comme je ne crois pas beaucoup en une existence sur une autre, dans un autre monde, le mot « fin » n'est pas un mot que j'affectionne particulièrement. Et puis, alors, en tout cas, en ce qui concerne un livre, c'est vrai que quand on a mis quand même un point final, c'est un point dont on ne veut pas qu'il soit final. Je crois que c'est assez courant, ça, quand on a donc mis quand même un terme à un livre, on dit, bon, voilà, j'arrête là. On a aussitôt envie d'en écrire un autre. Ce qu'on fait, c'est envie qu'on ne satisfait malheureusement pas toujours, ou heureusement pas toujours. Mais donc, on a bien le sentiment, enfin, ça c'est très banal ce que je vous dis là, tout écrivain, que, bon, ce livre est fait, bon, mais déjà, il est sur le suivant. Donc c'est un commencement. Il y a une fin est aussi un commencement, est aussi un nouveau commencement. Comme une fin d'analyse, et on a toujours beaucoup de mal à définir ce qu'est une fin d'analyse. Mais justement, on dit toujours que c'est à la fois, on lui donne une certaine conclusion, mais c'est pas pour dire maintenant ma vie est terminée. C'est au contraire pour quelque chose d'autre puisse s'ouvrir. Alors que quand on a commencé, en principe, on vivait justement un peu dans une prison, dans quelque chose qui est extrêmement fermé. Donc tout ce qui est clôture est tout à fait... je suis plus que réticent à tout ce qui est clôture. C'est pourquoi d'ailleurs tous aussi en analyse, puisqu'on en parle peut-être trop, l'idée d'une théorie qui se clôt, qui a donné réponse à tout, qui est achevée, bien terminée, donc qui prend, qu'on le veuille ou non, l'allure d'un système, c'est quelque chose peut-être dont je suis incapable, hein, mais en tout cas dont je ne veux pas, je ne souhaite pas. Tout doit rester toujours ouvert. Donc voilà, l'amour des commencements, c'est cela, c'est préférer le commencement à la fin. Enfin, dit comme ça, c'est une banalité sans nom. Oui. Mallarmé aussi disait que ce jeu insensé d'écrire était sans commencement ni fin. Mais vous me citez des très grands oui, il faut bien qu'il soit présent de temps en temps, qu'il soit avec nous, qu'il ne nous laisse pas seuls dans des circonstances difficiles. Alors, Michel Cournot, qui était là il y a quelques semaines pour parler de votre livre, JB Pontalis, notait le rapport au cinéma, qui commence évidemment par le titre. Un homme disparaît, on ne peut pas ne pas penser au titre d'Hitchcock. Oui, là j'y ai pensé, je crois qu'il y a fait référence à un moment, c'est parce que c'est surtout le titre anglais qui m'a retenu, qui était, je crois, Les Vanishes, et c'est d'ailleurs quelqu'un qui m'a indiqué ce sens de tout vanish, qui n'est pas tout à fait disparaître, et s'évanouir, mais donc quand on s'évanouit, en principe, on revient de son évanouissement. Et voilà, donc si ce livre avait été écrit en anglais, il s'appellerait Man Vanishes, un homme disparaît sans pour autant s'effacer définitivement. Et comme un des thèmes du livre est celui des revenants, de la disparition, qui est aussi une apparition, le passage que vous lisiez tout à l'heure en présentant notre conversation. Apparaître, disparaître, voilà, ne font qu'un mot. Oui. L'union fragile, bon, je recite cette phrase que vous avez écrite, de l'éternel et de l'éphémère. Mais ça, un homme qui apparaît et disparaît, c'est aussi un thème très cinématographique. Oui, en référence au cinéma, il y a celle-là qui est évidente. Celle-là, je ne peux pas dire qu'elle n'ait pas été délibérée. Autrement, oui, on peut dire qu'il y a quelque chose de cinématographique dans les petites séquences, que c'est un livre qui est écrit par séquences souvent assez brèves, quelquefois un peu plus longues, et qui n'est donc pas en continuité. Ce n'est pas le récit d'une vie. Parce qu'il faudrait quand même qu'on dise peut-être un mot de ce qu'il y a dans ce livre. C'est donc l'histoire, mais par fragments, par séquences,
de l'existence d'un certain Julien Beaune, dont évidemment on m'a fait remarquer que les initiales correspondaient à celles de mon prénom. Ouais. Ça, je m'en suis aperçu, mais en cours de route. C'était pas délibéré. Donc, ce livre commence par la rencontre avec ce qu'on pourrait appeler un inconnu familier. C'est-à-dire le narrateur croise souvent dans la rue où il habite un homme qui lui ressemble par l'âge, par la manière de marcher, l'habitude qu'il a de ne jamais mettre de manteau, mais seulement une écharpe, des petites choses comme ça. Un homme qui possède une force d'attraction. Oui, vous faites allusion au titre d'un autre livre, La force d'attraction. Et donc le narrateur, comme il arrive quand on croise comme ça quelqu'un, ils se reconnaissent, ils se font un petit signe de tête, et puis ensuite un petit peu plus, ils échangent quelques mots, etc. Et cet homme, donc cet inconnu, effectivement, exerce une force d'attraction sur le narrateur, qui a le sentiment que cet homme marche vers la mort. Bon, ça c'est le cas d'ensemble de chacun de nous, mais plus bizarrement, le sentiment que cet homme pourrait revenir des morts, il en vient, voilà, une sorte donc de revenant. Et l'attraction est telle qu'un jour, cet homme qui attend l'autobus, le narrateur était vraiment attiré vers lui, a envie presque de l'étreindre. Bon, puis il se reprend devant ce mouvement impulsif, et l'homme monte dans l'autobus, et donc disparaît. Et cet autobus va vers la Bastille, c'est une ligne qui existe d'ailleurs, s'arrête au Père-Lachaise et termine place Gambetta. Bon, et quand il revient chez lui, le narrateur, saisi quand même par l'impression forte que lui a faite cet inconnu familier, a envie d'écrire l'histoire de cet inconnu, et il invente à ce moment-là, donc il faut bien qu'il lui donne un nom, il invente un personnage auquel il donne le nom de Julien Beaune, et c'est donc l'histoire de Julien Beaune, de JB, mais enfin, où j'ai mis des choses de moi, il n'y a aucune raison de le cacher, mais aussi beaucoup de choses qui sont venues de je ne sais pas trop où j'ai prises ici ou là, et donc c'est la vie par fragments de Julien Beaune qui deviendra médecin, que le narrateur commence, il l'appelle celui-là. Puis il y a une seconde partie qui est celui-ci, où le narrateur l'a fait retour sur soi, parce qu'il a connu effectivement, imaginairement, ce Julien Beaune, il a été le consulter, il a été consulté, ce médecin, et voilà. Et puis à la fin, donc je le raconte malgré tout, et la fin, l'image du passant du prologue, on peut dire, revient sous une autre forme. Est-ce le même, est-ce un autre, qui est une sorte qui est un imprécateur. Ben ça vient d'une rencontre réelle. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Un type qui traversait, je crois qu'il traversait tout Paris. Moi, je crois qu'il était seulement dans notre quartier, mais non. Et qui parlait tout seul avec beaucoup de véhémence. On n'entendait jamais. En short. Oui, très correctement vêtu, donc pas du tout genre clochard, marchant très vite, pas de chasseur à pied, et éructant, et sans qu'on puisse... À la fois, il parlait très fort et on ne pouvait pas saisir ce qu'il disait, et s'en prenant ou à Dieu, ou à la société, ou au monde entier. Et donc, je lui fais dire, le narrateur s'approche de lui, et il entend « Je ne comprends pas le monde ». Et puis, d'une voix plus douce, « Le temps ne passe pas ». Parce que un des thèmes du livre, c'est comment à la fois comprendre que le temps passe, que bon, c'est cool, et bon, ça, on le voit, on le perçoit tous, on le voit trop, et puis il y a quelque chose qui nous fait penser que le temps ne passe pas, sans que ça soit pour autant recourir à l'éternité, mais un temps autre, un temps qui échappe à la course du temps. Voilà, le temps ne passe pas. Est-ce qu'il se répète ? Qui se répète, oui, il y a de la répétition, mais ça, c'est peut-être favorisé aussi par, encore une fois, l'expérience de l'analyse, où le temps chronologique n'est pas celui qui est atteint. Bon, mais on le sent aussi dans nos rêves, où tous les temps s'entremêlent, où tout à coup, on ne sait plus dans quel temps on est, à la fois de l'enfance, de l'actuel, voire des choses qu'on n'a jamais vécues, mais qui sont passées dans vraiment un autre temps, voire... presque préhistorique, il y a tout ça. Donc là, on a vraiment c'est plus sensible dans les rêves, mais c'est parfois aussi dans la vie. On a des expériences souvent très brèves, où on ne sait plus, qui ne sont pas de dépersonnalisation quand même, mais on ne sait plus dans quel temps on est.
Et là, bon, je fais référence à... ça a devenu un peu une marotte maintenant, à ce que Pascal Quignard a appelé, dans Albusius, je crois, appelé la 5e saison, c'est-à-dire une saison qui n'existe pas, qui n'est pas localisable dans le temps par définition, mais qui est à l'horizon de chacune de nos 4 saisons. Je pense aussi je crois que c'est Christian Bobin, ça, qui a parlé du 8e jour de la semaine. Donc on trouverait ça chez beaucoup d'auteurs, hein, cette référence à quelque chose qui, tout est en étant dans le temps, n'est pas substantifiable, ce besoin qu'on a, qui est à l'horizon du temps, autre chose qui, encore une fois, n'est pas l'éternité, mais qui transcende quand même le temps qui passe. Ouais, il y a un hors-temps qui est substantifiable et qu'on aime beaucoup dans les entreprises, c'est le 13e mois. Oui. Mais celui, oui, qui rapporte quelque chose de plus. Quand je vous entends parler de Un homme disparaît, J.B. Pontalis, ce récit qui paraît chez Gallimard, je suis bien obligé de noter que vous avez plaisir à raconter l'histoire, comme si vous étiez encore étonné vous-même, qui n'êtes pas un auteur de fiction, d'avoir pu écrire cette histoire. Oui, parce qu'en fait, maintenant, je peux, avec plus ou moins de clarté, la raconter. Mais je n'aurais pas pu, quelques jours après la parution d'Un homme disparaît, j'aurais été tout à fait incapable de le faire. Et c'est depuis, comme bon, il y a eu des articles critiques, et puis il y a eu des amis qui m'en ont parlé. Et ce livre, donc, peu à peu... On vous a expliqué ce que vous aviez écrit? Non, mais vous voyez, mais il y a un peu de ça. Pas expliqué, mais bon, chaque lecteur, il voit quelque chose de différent. Mais enfin, il lui a donné un sens que moi, je ne voyais pas tellement au départ. Vous m'auriez reçu il y a un mois de ça, j'aurais tout à fait bafouillé, ou je vous aurais laissé dire ben, qu'est-ce que vous y avez vu, vous. Oui. Mais maintenant, je suis en mesure, je peux même vous le raconter autrement, si vous voulez. Alors, je voudrais quand même dire un mot, toujours sur le contenu, parce que je parlais de cet autobus qui s'arrête au Père-Lachaise et puis qui se termine place Gambetta. Il faut dire que les premiers fragments de la vie de Julien Beaune ont affaire avec la mort. Bon, d'abord, le père de Julien Beaune est mort quand Julien était tout jeune, et donc il y a la visite, si je puis dire, hebdomadaire au cimetière du Père-Lachaise. Et puis, donc l'homme qui disparaît, c'est ça un peu au départ. Hein, c'est ce père que Julien a à peine connu et qui restera donc d'autant plus peut-être idéalisé ou toujours présent qu'il n'y a pas eu au fond de relations longues et fortes entre eux. Donc c'est une image qui reste très forte. C'est peut-être tout un livre sur l'absence d'un père. Et puis, une des premières scènes est celle qui se passe au lycée, en 6e, où Julien Beaune est élève. Et là, un de ses camarades, qui s'appelle Samuel Fribach, composition de récitation, comme il y en avait dans ces années-là. Me cherchiez-vous, madame, un espoir si charmant me serait-il permis? Et le garçon, ça c'est un peu, vous aimez les références littéraires, c'est un peu l'histoire de Silbermann, de Jacques de la Cretelle. Il devait mettre le ton avec une certaine emphase, et les copains se marrent devant ce numéro d'acteur, très comédie française, etc. Et le prof croit, comme il arrive souvent au professeur susceptible, que le garçon en question fait exprès de faire rire la classe à ses dépens, lui, du professeur. Et là, et ça c'est parti d'un souvenir réel, le professeur dit à l'élève « Je vous souhaite du malheur dans votre vie ». Et bon, tout surpris quand même d'entendre la malédiction qu'il a prononcée à l'égard d'un gamin de 10 ans, il se met à sangloter. Ça c'est un souvenir réel qui m'est revenu à l'évocation de la vie de Julien Beaune, mais que je n'avais vraiment pas en tête. Et bon, c'est cette malédiction se révèle d'autant plus horrible que le petit Samuel Fribach, qui est juif, sera déporté avec sa mère quelques années plus tard. Donc le thème de la disparition est là, et aussi au départ. Et puis, place Gambetta, où s'arrête l'autobus, il se trouve que Julien Beaune, adolescent,
pendant l'occupation, a été déposé des roses auprès du mur des Fédérés, qui est au Père-Lachaise, en souvenir de la Commune. Et puis, évidemment, il y avait des policiers français qui étaient là, cachés derrière les bosquets, et qui l'ont embarqué. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de suite, mais il aurait pu, pour une bêtise comme ça, un geste, au fond, un peu absurde, un peu romantique, se faire embarquer et être déporté pour si peu que ça. Hein. Voilà, donc il y a dans ce livre des petites résonances comme ça qui m'ont souvent échappé, parce que maintenant la place Gambetta, c'est aussi le ballon des Ternes, et il habitait ce quartier des Ternes, et il rêvait de s'envoler dans le ballon qui a disparu lui aussi, hein, parce que les Allemands l'ont mis à la fonte. Vous parliez du temps, qui est le thème du livre, et vous venez de parler de la mort, du revenant. Évidemment, on peut penser à Hamlet. Du temps qui Proust, est... Mallarmé, Hamlet, vous m'écrasez, là. Ouais. Du temps hors de ses gonds. Oui. Mais il y a aussi la figure du père et du spectre. Oui. On peut penser, oui. Mais heureusement, quand on écrit, on ne pense pas, enfin je ne pense pas à toutes les références considérables qui m'empêcheraient aussitôt d'écrire un mot. Le livre est dédié à la mémoire de votre père. Il est dédié à la mémoire de ce père absent, et il est dédié aussi, il y a 3 autres noms dont on peut assez facilement imaginer que ce sont mes enfants. Donc c'est une histoire père-fils, et le fils devenant père. D'ailleurs, dans l'histoire de Julien Beaune s'achève au moment où un fils lui vient. Quand il est un peu délivré de l'ombre du père, et qui devient père à son tour. Beaune, c'est aussi le nom d'un camp. D'un camp où fut interné le musicien Simon Lax, dont parle Pascal Quignard, que vous citiez tout à l'heure, dans La haine de la musique. Oui, je n'y ai pas pensé. D'ailleurs, La haine de la musique n'était pas paru à peu près en même temps qu'un homme disparaît. Et là, mais heureusement, il y a des résonances dans un livre voulu, et il y en a qui ne le sont beaucoup moins, ou à peine. Et puis il y en a qui ne le sont pas du tout, et ça, les résonances se font pour un tel ou tel lecteur. Et dans les échos que j'ai eus, ça m'a beaucoup touché, c'est de voir que chacun, alors que c'est une histoire d'une vie singulière, comme toute vie, dont chacun était sensible à tel ou tel, souvent petit passage qui pour lui avait une portée particulière. En fait, Beaune, non, là, je ne me suis vraiment pas foulé. C'est la rue, comme vous le savez, qui est toute proche de mon éditeur et de mon domicile, la rue de Beaune. Voilà. Je ne cherche pas beaucoup Je sais qu'il y a des auteurs qui cherchent des jours et des jours les noms qu'ils vont donner à leurs personnages. Moi, ça ne me soucie pas, ça. Mais l'histoire vous rattrape. Voilà. Avec sa ruse habituelle. Voilà. Il y a 2 parties dans ce récit. Chacune porte un titre. Ouais. La première s'intitule « Celui-là » et la seconde « Celui-ci ». Voilà une nuance qui suppose que le lecteur doit avoir l'oreille fine. Non, celui-là, c'est inconnu dont je parlais tout à l'heure, qui va prendre un nom qui est celui de Julien Beaune, mais qui est donc un personnage inventé auquel le narrateur donne des contours, les contours à cette ombre portée. Et puis celui-ci, c'est le narrateur, donc peut-être plus proche de celui qui vous parle. Et voilà. C'est un homme à femme, Julien Beaune. Oui, c'est une expression un peu désuète, hein, mais puisque le père de Julien Beaune, c'est les années entre la Grande Guerre et il meurt, donc je l'ai dit, jeune. Et voilà, on disait souvent à l'époque, il y a des mots comme ça qui ont un peu disparu. C'est un coureur, ou c'est un homme à femme. Je crois que maintenant on ne dit plus ça, même s'il y a toujours des séducteurs, fort heureusement. Les hommes courent toujours. Mais... Oui, le mot. Mais les femmes aussi. Arrêté.
et il ne se rattrape pas parfois. La première fois que le narrateur a échangé quelques mots avec cet homme qui disparaît, c'était dans un café. Un café qui a un nom, le café de l'oubli. Oui. Je sais, il existe, pas du tout là où je le situe, mais je me souviens que dans un lieu de vacances, j'avais été arrêté par cet intitulé, marqué bar de l'oubli, voilà. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Et le café de l'oubli, parce que je ne sais plus très bien, peut-être plus les années passent, ce qui est oubli et mémoire. J'ai l'impression que la mémoire, enfin c'est un peu confus ce que je vous dis là, mais que la mémoire est faite aussi de nos oublis, enfin de ces traces, souvent infimes, mais toujours sensibles, oui, perceptibles. Et bon, c'est d'ailleurs un peu la manière dont la vie de Julien Beaune est racontée, à partir de traces, souvent, oui, très infimes. Et puis, alors j'ai repensé après que le café de l'oubli, ça pouvait être une métaphore acceptable du cabinet de l'analyste. Au fond, c'est pas tellement des souvenirs, contrairement à ce qu'on dit, qui reviennent. Les souvenirs, c'est toujours très reconstruit, très remanié, mais il y a des choses comme ça, souvent, encore une fois, un film qui a la surprise de celui qui parle et de celui qui entend, surgissent à partir de quoi on va construire quelque chose comme une histoire. Voilà, donc le café de l'oubli. Le cabinet du psychanalyste est un café de l'oubli. Vous voulez dire que c'est un endroit où deux personnes trinquent? Oui, on pourrait dire ça dans les différents... Pas en tout cas dans le sens de ce qu'il y a d'éprouvant pour chacun. Et puis aussi parce que, bon, ces personnes qu'on a entendues souvent pendant des années, qu'est-ce qui reste de tout cela? Pour l'un comme pour l'autre, il reste... dans tous ces mots qui ont été prononcés et entendus, il reste là aussi des traces. Et c'est peut-être l'essentiel. Il y a un lieu dont on n'a pas parlé, un autre lieu que ce café, qui est une île, qui est aussi un lieu de mémoire, on peut dire, une île bretonne, que vous semblez bien connaître d'ailleurs. Oui. Et qui a disparu aussi qui a disparu pour moi, oui. Mais l'île, bon, il y a l'île en question que nous ne nommerons pas parce qu'elle est déjà trop connue maintenant. Et il faut quand même se réserver, au moins pour ceux qui y vont, quelques espaces relativement protégés. Une île, c'est aussi, là, peut-être une métaphore de lieux, bon, relativement isolés par définition, entourés toujours par définition de la mer. Et puis, en tout cas, en ce qui se concerne cette île où tous les éléments, du moins c'est la conception, la perception que s'en fait le narrateur, sont mêlés. Le ciel, la terre, l'eau, et quelquefois le feu des passions. Qui m'a dicté ces pages aux voix entrecroisées, demande le narrateur à la fin du livre. Vous savez où qui a pu lui dicter ces pages? Non. Sûrement plusieurs voix, sans doute. Si ce n'était un peu prétentieux, ça ne faisait encore référence à un très grand auteur. C'est peut-être une lettre au père disparu ou une lettre à mes enfants apparus. JB Pantalis, en 2006, pour Un homme disparaît chez Gallimard. JB Pantalis est mort à 89 ans dans la nuit du 14 au 15 janvier. Nous voulions lui rendre hommage.